Mais ouais, non, c'est ça. Je me suis dit, il faut que je vienne parler avec les gars parce que franchement, la situation, elle est compliquée. Vous savez, on parle de football. On parle beaucoup de football. Moi, j'aime parler de football. Franchement, j'aime parler de football. Vous-même, vous savez, le football, voilà, c'est la vie. Voilà, chacun a sa passion. Chacun a sa passion. Franchement, chacun a sa passion. Il y en a, c'est le maquillage. Il y en a, c'est la pâtisserie. Il y en a, c'est, je sais pas, mec, il y en a, c'est la cuisine. Il y en a, c'est la musique. Il y en a, c'est le sport. Il y a différents types de sports. Moi, je connais des mecs, c'est le MMA, tu vois, UFC, etc., karatéka, tu vois, voilà, des mecs comme ça, tu vois, genre, je vais au gym tous les jours, je suis sérieux. Il y en a d'autres, c'est d'autres types de sports, voilà, et nous, c'est le football. C'est le football qu'on aime. Et en ce moment, on vit sans football. Et c'est chiant. On va être sérieux, c'est chiant. Franchement, c'est chiant. C'est compliqué. C'est difficile de vivre sans football en ce moment, mec, honnêtement. Donc, du coup, je me dis, si on veut que le football revienne, qu'est-ce qui nous empêche en ce moment d'avoir du football? En fait, moi, je veux que les gars, en fait, derrière, que vous parliez aux gens autour de vous, qu'on essaie de se conscientiser tous ensemble. Qu'est-ce qui nous empêche aujourd'hui d'avoir du football? C'est le corona. On va être sérieux. Franchement, c'est le corona. C'est ce tocard-là. Il n'y a rien d'autre. C'est ce virus-là qui nous empêche aujourd'hui, nous, en tout cas, d'avoir du football. Il y en a d'autres, ça les empêche de travailler. Il y en a d'autres, ça les empêche d'aller en vacances. Il y en a d'autres, chacun a ses problèmes. Le seul ennemi commun qu'on a tous ensemble, c'est le virus, c'est le corona. Donc derrière, si on a tous le même virus, si on a tous, si on a tous aujourd'hui le même ennemi, pourquoi est-ce qu'on ne s'allie pas tous pour essayer de combattre cet ennemi-là? Et derrière, je me dis, il y a des institutions, il y a des structures. On parle de l'OMS, de l'Organisation mondiale de la santé, des organisations qui ont été créées quand même, pourquoi? Pour réglementer la santé internationale, pour essayer de gérer ce genre de crise-là. Donc aujourd'hui, je me dis, il y a des organisations qui sont en place, qui sont en train de faire leur travail. Il y a des mecs qui font de la recherche. C'est des chercheurs. Vous avez tous vu ici les Dr House. Dr House, lui, c'est un docteur. Mais tu vois le profil Dr House, mec un peu fou comme ça, tu sais pas vraiment le gars d'où il vient et tout, cheveux ébouriffés, etc. Ce profil-là, il existe et ce profil-là, c'est des gens qui font de la recherche, qui en ce moment sont en train de chercher un moyen de pouvoir nous sortir de cette crise-là. Parce que aujourd'hui, c'est pas facile. Il faut trouver un vaccin, il faut trouver il faut tester les vaccins. C'est pas comme si tu trouves un vaccin demain, tu donnes ça à quelqu'un. Il y a des gens qui sont allergiques à X, Y, Z. Il y a des gens qui peuvent faire des mauvaises réactions. Aujourd'hui, les tranches d'âge ne sont pas les mêmes. Si tu as 18 ans, si tu as 6 ans, si tu as 82 ans, ta réaction par rapport à un vaccin peut ne pas être la même. Donc, du coup, aujourd'hui, il y a des gens qui travaillent. Des gens qui travaillent. Maintenant, nous, on nous a rien demandé. On nous a rien demandé. Franchement, ici, il y a des gens qui me regardent. Je suis quasiment sûr que 90% de ces personnes-là qui me regardent en ce moment, que ce soit sur Instagram ou sur Facebook, parce que là, en ce moment, je suis perdu, je me vois sur 2 écrans. 90% de ces personnes-là, franchement, on vous a rien demandé. Rien du tout. Rien du tout. Vous n'êtes pas policier. Vous n'êtes pas médecin. Vous n'êtes... Non, franchement, on vous a demandé quoi? Restez à la maison. Restez à la maison. Pourquoi? Pour essayer, mec, franchement, d'éradiquer cette affaire-là. Parce que franchement, moi, j'ai un problème. Et c'est là où j'ai envie d'en venir. Et là, je vais me fâcher. Parce que moi, franchement, vous me connaissez. Vous me connaissez. Je pense que la plupart des gens ici me connaissent. J'ai l'habitude d'être honnête. Dans tout ce que je fais, je suis honnête. Je dis ce que je pense et puis c'est tout. Si ça fâche des gens, c'est leur problème. J'en arrive au cas aujourd'hui. J'ai envie de parler aujourd'hui du cas du Sénégal. Moi, je comprends pas. Franchement, je comprends pas. C'est-à-dire que moi, aujourd'hui, je suis là. Je regarde ce qui se passe dans mon pays. Je suis choqué. Je suis choqué, je suis choqué, je suis choqué. Les Sénégalais, je comprends pas. J'ai l'impression aujourd'hui que cette partie de la population-là, je dis bien cette partie de la population-là, qui est en train aujourd'hui de forcer. On dit pas de rassemblement religieux, ils forcent. Qui vous a demandé de vous rassembler? On prie pas tous le même bon Dieu. Moi, je comprends pas. Franchement, je comprends pas. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand je vois des villes comme Touba, où aujourd'hui, il y a des gens qui sont encore en train de se rassembler et de prier, moi, je suis choqué et permettez-moi aujourd'hui d'être choqué. J'ai le droit d'être choqué parce que je ne comprends pas. Quand l'État prend des décisions, ces décisions-là, elles sont franchement pour notre bien-être. C'est pour qu'on puisse sortir de ça et passer à autre chose. Le problème, c'est que les gens ne respectent pas ces décisions-là. Le problème, c'est que derrière, tu as des chefs religieux qui n'aident pas aussi dans ces décisions-là. Parce qu'aujourd'hui, moi, je ne peux pas comprendre qu'un pays comme l'Iran, parce que là, on discute. J'ai bien dit, on discute. Moi, je ne veux fâcher personne, je discute. Entre intellectuels, parlons. Un pays comme l'Iran, qui est une république islamique, je dis bien, c'est la république islamique d'Iran. Je vous rappelle tous que le Sénégal est un pays laïque. Le Sénégal n'est pas la République islamique du Sénégal, c'est la République laïque du Sénégal. Notre pays est un pays laïque. Aujourd'hui, dans notre pays, on n'a jamais eu de problème au Sénégal, que ce soit entre musulmans ou chrétiens ou témoins de Jéhovah ou quoi que ce soit. Tout le monde est en paix, tranquille, posé. Aujourd'hui, on prend une décision de dire qu'on
interdit tous les rassemblements religieux. Je ne peux pas comprendre qu'un pays comme l'Iran, qui est un pays quand même, qui est une république islamique, je dis bien, avec un ayatollah, quand même, franchement, si tu regardes aujourd'hui la manière à laquelle le gouvernement iranien est composé et leur système politique, tu comprends qu'au-dessus du président, mais tu as la religion. Et tu as un ayatollah qui accepte, qui te dit oui, ce virus-là c'est sérieux. Faut pas que ça nous touche. Faut qu'on essaie de se protéger. Faut qu'on fasse attention. Faut qu'on essaie de protéger nos semblables et tout. Voilà. Voilà ce qu'on dit. Ça, c'est les bonnes choses. Ça, c'est les bonnes manières de penser. Donc moi, je ne peux pas comprendre qu'un pays comme, franchement, l'Arabie Saoudite, on parle de l'Arabie Saoudite, les pays où il y a la Mecque. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si on doit parler de symboles, je dis bien, de symboles chez les catholiques, on parle de quoi? On parle de quoi? Franchement, on parle de quoi? On parle du Vatican. Voilà. Pour les musulmans, on parle de la Mecque. Sincèrement. Moi, aujourd'hui, je me pose des questions. Parce que je ne comprends pas. Franchement, je me dis, comment est-ce qu'aujourd'hui, la Mecque décide de fermer ses mosquées, de protéger les Saoudiens, de fermer la Kaaba et tout. Et nous, au Sénégal, jusqu'à présent, on a encore des dirigeants religieux qui incitent les gens à aller faire la prière. On n'a jamais dit aux gens de ne pas faire la prière. Franchement, mais tout le monde doit faire la prière. Franchement, si tu es croyant, mais fais ta prière. Quelle que soit ta religion, il n'y a aucun problème. On est là dans la tolérance. On a le droit de faire la prière. Mais le problème, il est simple, c'est qu'en se réunissant dans ces temps de crise-là, on blesse les autres. Les gens pensent que en fait, le virus-là, il ne touche pas les Noirs. Moi, c'est ça qui me choque. Ça me traumatise. Ça me met hors de moi. J'ai envie des fois de péter des câbles dans ma tête parce que je me dis, c'est pas possible. Pourquoi vous faites ça? Pourquoi? Il y a des gens dans le monde en ce moment qui sont dans des coins en Afrique, en Côte d'Ivoire, au Cameroun, au Sénégal, au Maroc. J'ai vu en Tunisie. Moi, j'ai un de mes admins qui est en Tunisie, Mohamed. Il est peut-être là en train de regarder la vidéo, sûrement, Mohamed Kamoun. C'est mon admin. C'est mon gars. C'est mon gars, franchement. C'est mon admin. Le gars, il est là aujourd'hui, il est en France. Il est rentré en Tunisie. Il est en confinement. Il est enfermé. 14 jours, il ne peut pas sortir. Moi, je lui ai rien demandé. On lui a dit, reste chez toi, frère. Protège les autres. Protège ta famille. Protège ta soeur. Protège tes frères. Protège ton chien. Protège tout le monde. Je sais pas. Mais confine-toi, protège-toi. Aujourd'hui, c'est ça qu'on doit avoir comme mentalité. Mais quand je vois des gens venir nous dire que non, cette affaire-là, c'est une affaire de Toubab. Mais je suis choqué. Je suis choqué, franchement. J'ai envie de me fâcher. J'ai envie de me fâcher parce que j'aime pas ça. Ça, pour moi, c'est la médiocrité. C'est la médiocrité. On n'est pas médiocre. Franchement, on n'est pas médiocre. On a envie, nous, jeunesse africaine, à chaque fois, de nous dire qu'on a envie d'exceller. On a envie de réussir. On a envie de se faire entendre à travers le monde. On a envie que les gens nous respectent. Mais si les gens nous respectent, on doit se respecter. Franchement, pour que les gens nous respectent, respectons-nous. Si on doit se respecter quand même, aujourd'hui, prenons cette affaire au sérieux. Franchement, moi, je comprends pas. Je comprends pas, franchement. Après les autorités religieuses, j'ai envie de parler des autorités politiques. Des autorités politiques. Franchement. Parce que autant je dis que les autorités religieuses, et c'est moi qui le dis, et je persiste et je signe, ils ne se gèrent pas. Avec tout le respect que j'ai pour eux aujourd'hui, ils ne se gèrent pas parce que ce qu'ils font faire à ces jeunes-là, c'est pas normal. Moi, Stan Diop, aujourd'hui, j'aurais été à Dakar. J'aurais pu faire un événement. Disons, je fais événement underground, je dis ouais les outsiders, je suis là en soum, on s'en fout du corona, vas-y on se rejoint tous, etc. Dans une maison, etc. Voilà, on va discuter et tout. J'aurais pu faire ce genre de conneries là. Le problème c'est que je ne le ferai pas parce que je me dis que moi je ne sais pas en venant par où je suis passé, est-ce que j'ai contracté l'affaire? Surtout que ce virus-là prend 14 jours avant de sortir dans ton corps. 14 jours où tu peux l'avoir, tu es asymptomatique, on ne sait même pas si tu l'as, tu es tranquille, tu es posé, tu rigoles avec les gens, tu prends du thé. Franchement, en sachant la proximité qu'on a en Afrique, c'est là où je dis qu'on doit se protéger, peuple africain. Franchement, c'est pas de la blague, on doit se protéger. On a une proximité sociale, c'est normal. C'est nous, c'est notre culture, c'est comme ça qu'on est. Moi, quand je vais à Dakar, je m'en rends compte, je salue les gens, j'embrasse les gens, ça donne des mains, des checks, des swags, des je sais pas quoi. C'est comme ça, c'est notre culture. C'est notre culture. Mais derrière, en temps de crise comme on est en ce moment, on doit se protéger. Les gars, je le dis, les autorités religieuses, s'il vous plaît, parlez à vos disciples. Parlez à vos disciples. C'est des gens qui aujourd'hui, si vous leur parlez, ils vont vous écouter. Franchement, prier à la maison n'enlève en rien en fait à ta prière aujourd'hui. Sincèrement, au contraire, je suis convaincu même que le bon Dieu là-bas, là où il est avec les anges et tout, les gars ils doivent être là-bas, ils vont faire non, franchement lui c'est pas un tocard. Allez check, vas-y, il passe le débrief. Non, franchement,
On doit se gérer, la famille. On doit se gérer. Les autorités politiques, j'ai envie de parler d'eux parce qu'il y a des mesures qui sont prises à travers le monde. Je pense qu'on suit tout ce qui se fait à travers le monde. Et il y a des autorités politiques qui ont différentes manières d'agir. Il y en a qui ferment les frontières, il y en a qui ferment les frontières partiellement, il y en a qui empêchent carrément qu'on rentre ou on sorte de leurs frontières carrément. Il y a des pays, eux, ils en ont rien à faire. J'ai vu le Pérou. Le Pérou, ils ont dit, ils ferment tout. Plus personne ne rentre, plus personne ne sort. Si tu es là-bas, tu es coincé là-bas. Bref, chacun prend ses décisions et tout. Moi, je vois qu'en Afrique, la plupart des pays ont fermé leurs frontières. Tu vois, c'est vrai que c'est difficile pour les gens qui sont coincés entre deux aéroports. C'est pas facile. J'ai envie de leur dire courage, n'abandonnez pas parce que ça ne doit pas être facile. Mais derrière, quand même, les décisions doivent être prises. Moi, je dis aujourd'hui, mais franchement, soyons sérieux. Si on dit que le Sénégal a décidé de fermer toutes ses frontières, si on dit que d'autres pays en Afrique ont décidé de fermer toutes leurs frontières, mais je suis désolé aujourd'hui, dans ces pays africains-là, que ce soit le Sénégal, la Côte d'Ivoire ou un autre pays, le Cameroun, etc., mais je suis désolé, il faut enlever les transports publics. Aujourd'hui, le problème en Afrique, c'est qu'on se déplace beaucoup en transport en public, que ce soit les petites voitures clandestines, que ce soit les cars rapides, les bus, etc., les mobylettes et tout. On se déplace beaucoup aujourd'hui en transport en commun en Afrique. Ça facilite la proximité, c'est normal. Mais derrière, aujourd'hui, on doit arrêter ça. On doit arrêter ça. Je suis désolé. Vous voulez que les gens restent chez eux, mais vous les laissez circuler. C'est-à-dire que moi, je ne comprends pas l'incohérence de l'État. Je suis désolé. Moi, ça me fait mal parce que derrière, je me dis, pourquoi je parle autant? C'est pas parce que j'ai envie de parler, hein. C'est parce que cette affaire de Corona, là, ça me bloque. Donc, j'ai envie qu'on règle ce problème-là pour qu'on avance à autre chose. J'ai envie de continuer à faire mes débriefs, regarder mes matchs, enjailler les gens, faire mes voyages à gauche et à droite, faire voyager les outsiders. Moi, c'est ça qui me fait plaisir. Donc, aujourd'hui, en fait, si je suis en train d'en parler, c'est pas par plaisir. C'est parce que j'ai envie qu'on passe à autre chose. Et j'ai envie de dire aux gens, franchement, on vous dit de rester chez vous. Vous voulez pas rester chez vous, on va vous obliger à rester chez vous. Moi, c'est un job, franchement. On me dit aujourd'hui, tu aurais été président, tu aurais été dirigeant. Tu fais quoi? Je vous dis, mais franchement, j'ai aucune pitié. Tout le monde reste chez soi. J'ai vu qu'en France, si tu as 4 récidives, si tu prends 4 contraventions de circulation alors que tu n'as pas le droit de circuler, c'est jusqu'à 6 mois d'emprisonnement et 3500 € d'amende. Je dis franchement, j'enlève les 3500 € d'amende parce qu'on n'a pas de quoi payer chez nous. Je mets les 6 mois de, les 6 mois de prison. Je m'en fous. 6 mois de prison. Mais direct. C'est-à-dire que tu sors, si tu n'es pas commerce non essentiel, tu dois rester chez soi. Franchement, les étudiants, restez chez vous. Honnêtement, j'ai l'impression aujourd'hui qu'il n'y a qu'une petite partie de la population, les intellectuels, qui sont là aujourd'hui en train de respecter ces règles-là. Je comprends que l'autre partie de la population, c'est pas facile pour eux. Je comprends que les gens sont dans des situations précaires, que les gens sont dans des situations pauvres. Je comprends que ce n'est pas simple. Mais derrière, c'est là pourquoi je dis que le gouvernement doit faire plus. Fermer les frontières, c'est pas suffisant. Il faut sensibiliser la population. Il faut sensibiliser la population. Il faut l'aider économiquement. Aujourd'hui, c'est le moment d'injecter de l'argent. C'est le moment aujourd'hui, franchement, si tu es un dirigeant n'importe où, dans n'importe quel pays africain, franchement, pour une fois, ne pense pas à toi, s'il te plaît. Injecte de l'argent dans l'économie, permet aux gens de rester chez eux, donne-leur cette opportunité-là de pouvoir respecter les règles de confinement tout en gardant un niveau de vie décent. Permets-leur de garder un niveau de vie décent pour qu'ils puissent respecter le confinement. Les gens ont besoin de ça. Les gens n'ont pas d'argent. C'est normal qu'ils aillent chercher de l'argent. Ça, c'est tout à fait normal. Franchement, tu peux pas obliger quelqu'un aujourd'hui à rester chez lui alors qu'il n'a pas de quoi manger ou de nourrir sa famille. Donc derrière, le gouvernement doit faire quelque chose. Et c'est là où je dis, s'il vous plaît, injectez de l'argent. C'est le moment, aider ces populations-là. Parce que franchement, on va être très très sérieux. On va être très très sérieux. On voit les cas en Italie. On voit les 3500 morts, les morts qui sont exponentiels. On voit en France et en Espagne et tout. Aujourd'hui, soyons très très honnêtes. En Afrique, j'ai l'impression qu'on est là en train de se leurrer, alors qu'en réalité, il y a peut-être plus de cas. Parce qu'en Afrique, on n'a pas forcément les mêmes moyens de dépistation. On n'a pas les mêmes moyens de dépistation et il n'y a pas la même volonté de la population de se faire dépister. Aujourd'hui, moi-même, je suis africain, je suis sénégalais. Je sais très bien comment on pense. Franchement, on va être très sérieux. Il n'y a pas un boy ici qui me regarde, qui peut dire qu'il connaît mieux ce continent-là que moi. Ou du moins, on le connaît au même niveau, frérot. On se connaît. On se connaît. Aujourd'hui, les gars, en tant que tels, franchement, ils croient pas en ça. Tu leur dis Corona ou quoi, j'ai vu des vidéos en Côte d'Ivoire, ils te font non. On a dit que s'il fait chaud, tu mets tu bois de l'eau chaude. Vous êtes sérieux? Vous êtes sérieux? Vous pensez réellement que c'est l'eau chaude, ça a réglé ça? Vous pensez réellement que les Chinois, ils auraient pas... Mais franchement,
À un moment donné, respectez les gens. Cette affaire-là, elle est sérieuse. C'est la raison pour laquelle je dis qu'on doit rester cohérent. Il faudrait qu'aujourd'hui, les gouvernements mettent plus de programmes sociaux en place. C'est pas facile, c'est vrai. C'est l'Afrique, c'est compliqué, mais là, en ce moment, on n'a pas le choix. On n'a pas le choix. Faut qu'ils restent chez eux. Pour que les gens restent chez eux, faut que tu les aides. Faut que tu les aides. Aujourd'hui, franchement, on peut mettre en place dans la plupart des pays africains des systèmes de distribution de denrées. Système de distribution de denrées. Franchement, c'est le moment. C'est le moment. Franchement, chaque famille, chaque 2 semaines, je sais pas, tu amènes de l'huile, du riz, quelques petits trucs, juste pour que les gens puissent survivre, rester chez eux et qu'on puisse régler ce problème-là. Parce que je vous dis, le jour où on arrivera à un pic, parce qu'on va peut-être arriver à un pic, et wallah, je ne le souhaite pas, et je prie Dieu qu'on n'y arrive jamais. Mais si on arrive à un pic, si on a la malchance d'arriver à un pic comme dans certains pays européens, mais on est foutu. Mais on est foutu. Mais franchement, on est foutu. Et c'est là où j'ai envie de dire aux gens, mieux vaut prévenir que guérir. Mieux vaut prévenir que guérir. Je pense qu'en Wolof, c'est Fagaru Mogen Fadjou. Non, c'est ça, Fagaru Mogen Fadjou. Franchement, faites un effort. S'il vous plaît. Je vous le dis, je le répète comme ça. Je dis, j'ai aucune envie de vous emmerder, mais faites-le. Ah, moi, franchement, je suis fatigué. Je dis... C'est difficile, c'est difficile. Et là, je vois certains commentaires. Voilà, Rabia, elle a raison. Elle me dit, elle me rejoint parce que c'est pas facile de dire aux gens de rester chez eux et tout alors qu'ils n'ont pas de quoi manger. D'où la raison pour laquelle je dis que c'est le gouvernement qui doit faire des efforts. Le gouvernement doit faire des efforts. C'est le moment d'injecter de l'argent. Franchement, c'est le moment. On connaît tous mon gouvernement en Afrique. Je dis franchement, si c'est un moment où il faut penser à la population, c'est maintenant. Parce qu'il faut injecter de l'argent. Fermer les frontières, c'est bien, mais c'est pas suffisant. Vous voulez que les gens restent chez eux, nourrissez-les, donnez-leur au moins de quoi survivre pour qu'ils puissent rester chez eux. Le temps que momentanément on puisse voir ce qui va se passer. Si chacun respecte des règles de confinement d'au moins 2 semaines, on va s'en sortir. Cependant, chacun doit faire une partie de son travail. C'est là où il y a un problème. C'est là où je dis qu'en Afrique, c'est pas simple. C'est là où je dis que nos gouvernements doivent faire des efforts. Parce qu'aujourd'hui, on le voit dans la plupart des pays occidentalisés, les gens y travaillent, les compagnies privées et l'État décident, tout le monde télétravaille à la maison. Il n'y a pas de problème. Les gens continuent à travailler et continuent à fonctionner parce qu'ils ont les moyens de le faire. Nous, on est dans des pays où notre industrie, si je ne me trompe pas, elle est... Voilà, c'est le... J'ai oublié même. J'ai oublié. Là, j'allais parler de secteur primaire, tertiaire, secondaire, etc. On va être très, très sérieux. Là, en termes... j'ai oublié à l'école, c'était lequel encore. Mais bref, les gens vivent au day-to-day. Les gens vivent jour par jour. Franchement, c'est jour par jour que les gens vivent. C'est pas un mec... Tout le monde ne travaille pas dans le gouvernement. Tout le monde ne travaille pas dans une institution financière ou une institution privée, etc. Les gens travaillent dans un day-to-day, dans un commerce. C'est ça, en fait, l'Afrique. Donc aujourd'hui, pour pouvoir permettre à ces gens-là de subvenir à leurs besoins, il faut les aider. Et les gouvernements doivent faire quelque chose. Et moi, c'est ça que j'étais venu dire. Franchement, pour moi, franchement, on doit faire des efforts parce qu'on est capable de le faire. Je dis, on est capable de le faire et on doit le faire parce que notre continent, c'est un continent qui est compliqué. Nous-mêmes, on le sait. On va pas se cacher, on va pas se leurrer. On n'a pas les mêmes moyens que les autres. C'est une réalité. Donc du coup, si nos autorités ne font pas ces efforts-là, on va s'en sortir comment? On va s'en sortir comment? D'un autre côté, vous aussi faites cet effort-là. Vous aussi prenez cette conscience-là aujourd'hui. Moi, je sais que les gens qui me suivent ici, je me dis, moi, je ne suis personne. Franchement, j'ai toujours dit, moi, je suis personne. D'ailleurs, moi, même les gars qui me connaissent, qui m'ont rencontré à Dakar ou quoi que ce soit, ils voient que c'est un job, il est personne. Toujours habillé de la même manière. Jogging, t-shirt, posé, tranquille. Donc du coup, si moi, je suis personne, je suis comme vous. Et que moi-même, qui parle souvent ici de tocards, et vous savez que je déteste les tocards, je déteste les tocards. S'il y a une chose dans la vie que je déteste le plus, c'est quelqu'un qui ne réfléchit pas. C'est quelqu'un qui ne réfléchit pas. Franchement, il y a Youssou N'Dour, je pense, qui disait ça dans une chanson. Le bon Dieu nous a pourvus de ça. Mais la seule chose qui nous différencie de l'animal, c'est ça. Mais si tu ne peux pas utiliser ça, tu sers à quoi sur cette terre? Franchement. Donc aujourd'hui, je me dis, chacun d'entre nous, on doit utiliser ça et essayer de faire des efforts. Ceux qui ont les moyens de rester à la maison, mais voilà, et par pitié, restez à la maison. Franchement. Quand je vois aujourd'hui certaines autorités, j'ai vu un maire qui a dit que les marchés, je sais plus dans quelle ville, seront fermés à partir de 18 h. Mais j'étais choqué. Mais je comprends pas. Je me dis, mais eux, ils pensent que... Il y a des gens, ils pensent que le virus là, c'est de la blague en fait. Que le virus là, en fait, il agit que la nuit. Voilà, les virus nocturnes. Moi, je comprends pas. J'ai dit, je comprends pas la logique des gens. S'il vous plaît, les dirigeants politiques et économiques, faites un effort. Maintenant, après, quand on va sortir de tout cela, on passera à autre chose. Et je pense, Inch'Allah, qu'on sortira de tout cela. Et je garde espoir qu'on va sortir de tout cela. Voilà, c'est la chanson Laisse-moi rouler de Youssou N'Dour. Les gars sont en train de me dire dans les commentaires. Merci beaucoup. Voilà.
Donc du coup, franchement, il faut essayer de faire des efforts, la famille. Faisons des efforts, restons chez nous. C'est vrai que c'est ennuyant, c'est emmerdant, il n'y a rien à faire. C'est vrai, c'est vrai. Tu es là, tu tournes en rond. Vous imaginez, moi, quelqu'un comme moi qui vit de football. C'est-à-dire que moi, en fait, je me réveille le matin, la première chose que je fais, c'est regarder du football. Il n'y a que ça qui m'intéresse dans ma life. Franchement, il n'y a que ça qui m'intéresse dans ma life. Le football, il n'y a rien d'autre qui m'intéresse. Par contre, ça ne m'empêche pas de pouvoir parler d'autres choses. Et aujourd'hui, j'ai l'impression qu'on doit parler d'autres choses. J'ai pas de problème pour parler de football sans aucun problème. Mais si derrière, on doit parler de politique, je suis là. Premier, je suis là, assis, de poser, sans stress. Si on doit parler de sociologie, je suis là. Si on doit parler d'économie, je suis là. D'où la raison pour laquelle je dis aujourd'hui que franchement, il y a des choses beaucoup plus importantes des fois que nos propres passions. D'où la raison pour laquelle on doit tous faire un certain effort. En espérant vivement qu'on va sortir de cela. En espérant vivement que les joueurs qui sont infectés vont être guéris. Parce que moi, ça me fait mal. Quand je vois aujourd'hui des mecs comme Dybala. En plus, le pire, c'est quand ils sont contaminés, ils contaminent tout le monde. C'est ça qui est grave dans tout ça. C'est que tu te contamines et tout le monde est contaminé. Dybala, il est contaminé, sa femme est contaminée. Ça fait mal. Franchement, ça fait mal, tu vois. Matuidi, lui aussi, etc. Bon, c'est vrai qu'ils sont asymptomatiques. J'espère que ça va continuer comme ça et que ça va se régler. Mais quand je regarde ça, je me pose certaines questions sur la faisabilité de pouvoir reprendre les championnats normalement. Parce qu'aujourd'hui, on va être très, très logique. Si je dois passer sur un autre sujet, je vois beaucoup de gens parler de mercato. Mais vous parlez de mercato, pourquoi? Qui vous a demandé de parler de mercato? Pourquoi vous parlez de mercato? Non, franchement, pourquoi vous parlez de mercato? Moi, je veux comprendre. Expliquez-moi pourquoi vous parlez de mercato. Là, en ce moment, quand je vois les gens dire, ouais, non, Koulibaly au PSG, etc., j'ai dit, merde, mais avant de faire un mercato, il faut jouer au football. Il reste 10 matchs. En Angleterre, il reste 9 matchs. À Liverpool, il reste 10 matchs pour la plupart des équipes. Aujourd'hui, même si on doit reprendre le championnat au mois de mai ou au mois de juin, on va être très très sérieux, franchement. Le mercato qui devait commencer, si je ne me trompe pas, le 1er juillet, le mercato qui commence le 1er juillet, si je ne me trompe pas, vous allez le faire comment? Quelle équipe va accepter aujourd'hui de vendre un joueur le 1er juillet? Vous savez très bien que cette année, il n'y a pas de mercato. C'est-à-dire que des fois, je vois les gens parler, je suis choqué. Je me dis, il faut exprès ou il faut exprès? Non mais franchement, je vois les gars être là en train de faire des gros débats. Ouais, non, le mercato, Neymar, quel Neymar? Vous êtes sérieux? Vous n'êtes pas sérieux. Voilà, vous me fatiguez. Vous me fatiguez. Je suis saoulé, vous me fatiguez. Vous me saoulez, c'est pas possible. Il me dit, je suis choqué. Il me dit mercato, wesh. Et Neymar, nanana, les transferts, les trucs. Je dis arrêtez, il n'y a pas de mercato cette année là, c'est mort. Moi je peux vous l'annoncer déjà. Je suis pas l'UEFA, je suis pas la FIFA, je suis personne. Mais moi c'est un job, je peux vous dire aujourd'hui il n'y aura pas de mercato. Vous allez mercater où? Vous allez mercater où? Mercater où? Quel club va accepter de vendre un joueur alors que les gars vont reprendre le football au mois de juin? Un mois après, alors qu'il reste 10 matchs, quart de finale de Ligue des Champions, demi-finale de Ligue des Champions, etc. Tu vas vendre qui? Franchement. D'autant plus que quand je vois les gens parler de mercato, je me dis, j'ai l'impression que vous suivez pas le football chaque année. Vous faites exprès. Franchement, des fois, vous faites exprès. Des fois, vous me donnez le bâton pour que je vienne vous traiter de tocard. Franchement. Aujourd'hui, on a une crise. Le coronavirus. On est tous bloqués. Il n'y a pas de problème. Les championnats sont arrêtés. Dans une logique sportive, en tant que telle, durant l'été, quand on arrête les championnats, c'est à la fin de la saison, n'est-ce pas? 1er juin d'habitude, c'est dernière date, finale de Ligue des Champions, aux alentours du 1er juin. Après ça, on va en vacances. Les joueurs reviennent quand d'habitude? Les joueurs reviennent aux alentours, les premiers, ils reviennent aux alentours du 1er juillet d'habitude. Les premiers clubs, ceux qui n'ont pas joué la Ligue des Champions. Les autres qui ont joué la finale de la Ligue des Champions et tout, ils reviennent d'habitude aux alentours du 15 juillet. Donc techniquement, les gars, ils ont environ 1 mois et demi de vacances. On est d'accord? Après les 1 mois et demi de vacances d'habitude, on fait quoi? On fait ce qu'on appelle une pré-saison. Donc une pré-saison, c'est ce qui te permet de te remettre en forme. International Champions Cup par-ci, les Audi Cup par-là, les je sais pas quoi Cup par-là, etc. Quand on fait une pré-saison, elle dure environ combien? Environ 5 semaines, 6 semaines ta pré-saison, avant de commencer le championnat. Maintenant, j'en reviens à tous ceux-là qui disent qu'ici, que eux, c'est des grands scientifiques du football, qu'ils connaissent tout, tranquille, carré, posé, et qui sont là en train de parler à gauche et à droite. Je vous pose certaines questions. Quand vous êtes là en train de parler de mercato, déjà, je vous trouve pas très intelligent. Quand vous êtes là en train de me dire aujourd'hui, que franchement, il y a une possibilité que ces clubs-là puissent reprendre normalement et tout, je dis les gars, vous n'êtes pas sérieux parce qu'à un moment donné, soyons très très honnêtes, quand on va sortir de cette crise-là, ça fera au moins un minimum de 6 semaines où les gars n'auront pas joué au foot. Ce qui veut dire que techniquement, moi, en tant que dirigeant de club, j'exige une nouvelle pré-saison. Je le dis aujourd'hui et c'est une réalité. Je ne peux pas accepter qu'un Sadio Mané, un Mohamed Salah, un
Gana Gueye, un Kouyaté, un qui tu veux dans le monde du foot, un Messi, un Ronaldo est confiné chez lui, en train de faire du vélo tous les jours, de faire 2-3 haltères. Le mec, il est tout seul, il joue pas au foot, il ne rencontre personne. Aujourd'hui, ces gars-là vont être confinés pendant des semaines et des semaines, même si on reprend les championnats, je suis désolé, on ne peut pas reprendre au même rythme auquel on a repris l'année passée. C'est pas possible. C'est pas possible. On peut pas juste reprendre comme ça. Tu peux pas juste venir et jouer au foot comme ça. Tu vas pas demander à Sadio Mané de faire une accélération après près de 7 semaines ou 6 semaines d'arrêt tout seul, d'aller jouer un quart de finale de Ligue des Champions. On ne commence pas une saison avec un quart de finale de Ligue des Champions. Les calendriers sont faits de telle sorte que souvent les gros matchs, on les voit un peu plus tard. C'est pour permettre aux gars de prendre le rythme. Aujourd'hui, je suis désolé, le rythme, il est cassé. Il n'y a plus de rythme. Donc quand vous me parlez de mercato, je reviens à mon postulat de base. Vous faites exprès? Je vous ai dit tout à l'heure que je n'aime pas quand on cogite pas. Moi, ça m'énerve. Mais cogiter, il n'y a pas de championnat là. Moi, plus ça avance, plus je suis découragé. Je ne vous le dis pas. J'essaie de continuer à faire des vidéos, à vous enjailler et tout. Merci à ceux qui prennent le temps jusqu'à présent de regarder les vidéos. C'est gentil de votre part. Merci de me donner des vues. Merci de me permettre d'exister encore. Mais je reste très pessimiste sur la fin de la saison. Pour moi, c'est mort. Mais franchement, mais quand je vois le Napoli qui sort un communiqué officiel sur son site internet pour dire que le club reprend toutes les activités sportives et d'entraînement à partir du 25, je dis voilà les tocards. Au Sénégal, on dit dans un rep day, c'est-à-dire que tu as vraiment envie de mourir. Toi, en fait, tu t'en fous de la vie, tu t'en fous. Voilà, c'est fini, tu as envie de crever. Sauvez Kalidou Koulibaly, qui ne retourne pas à l'entraînement. Bah, je comprends pas. Je comprends pas. On va pas faire reprendre ces enfants-là aujourd'hui comme ça du jour au lendemain. Il y a un sérieux problème. On était à un niveau de la saison où les gars étaient en vitesse de croisière, où les gens étaient en pleine vitesse, où les gens allaient vite. Les gars, franchement, ils étaient en forme. Aujourd'hui, ils sont à l'arrêt. Je suis désolé. Même s'il faut reprendre, il faut instaurer une petite pré-saison d'au moins 2 semaines et demie, 3 semaines. Permettre aux gars de reprendre le rythme, de jouer entre eux, de retrouver des automatismes. Aujourd'hui, ces automatismes-là, on les a perdus. Soyons très sérieux. On se connaît tous ici. On a vu ici des équipes gagner la Ligue des Champions, se faire taper en Super Coupe d'Europe directement 2 mois et demi après. Pourquoi? Parce que tu as perdu les automatismes. Les gars, voilà. C'est l'être humain, c'est comme ça. C'est l'être humain. C'est l'être humain. C'est franchement... Première journée de composition d'habitude ou d'examen, tu es stressé. Je me rappelle quand je faisais le brevet en 3e, le BFM. Première journée, tu es un peu stressé. Même pas première journée. Première demi-journée, tu es stressé. Mais après la demi-journée à 13h, quand on a fini, tu rentres à la maison, tu as mangé ton pain-ton, tu es en forme, tu reviens, tu as bu du miel. Franchement, tu tapes l'examen. On a tapé l'examen, on s'est tous qualifiés. Voilà, on a passé. Bref, je parle d'examen comme si c'était un match de foot. Mais voilà. C'est pour dire qu'aujourd'hui, il y a le rythme. Et le rythme, l'être humain, il le perd naturellement. De la même manière qu'un enfant qui peut être premier de la classe, voilà, pendant toute une année, il revient l'année d'après, ça lui prend peut-être 1 mois pour reprendre. Il y a des exceptions, voilà. Donc c'est pour dire. Pour moi, c'est mort. Pour moi, franchement, c'est mort. Je vois pas un moyen pour qu'on puisse reprendre le football cette année, de manière concordante en tout cas. De manière logique. T'as des matchs retour à jouer. T'en as qui ont déjà joué leur match aller. En fait, c'est du n'importe quoi. Franchement, on va être sérieux, c'est du n'importe... Même quand on reprend là, Manchester City, Real Madrid. Tu te dis, les gars, ils ont déjà joué le match aller. Là, tu dois jouer un match retour. Mais c'est compliqué. D'autant plus qu'aujourd'hui, je me dis, non seulement c'est compliqué en termes de logistique, parce que j'écoutais Wayne Rooney. Mais Wayne Rooney a dit un truc pertinent. Mais c'est ça que j'aime moi. C'est ces gens-là qui, des fois, viennent et t'amènent ces idées pertinentes-là. C'est-à-dire que les mecs, ils te font réfléchir. T'es comme, ah, boy, non, Wayne, il a raison, quoi. Mais Wayne Rooney, il vient et dit qu'un match de football aujourd'hui, dans un match de football, il y a quoi? Il y a des infirmiers. Il y a des ambulances, il y a des médecins. Il dit, lui, il ne peut pas accepter aujourd'hui qu'on puisse monopoliser, que ce soit même 5 infirmiers, ou 3 médecins, ou un médecin, ou un je sais pas quoi, qu'il soit aujourd'hui sur un terrain de foot, alors qu'en réalité, il y a des gens dans la population qui en ont besoin. C'est pas comme si le virus, dans 2 mois, il va être fini complètement dans le monde, on va dire, voilà, c'est terminé, on en sort. Non, on va être réaliste. Franchement, il y aura on est sur une pandémie, on est parti sur au moins, je dis bien, au moins 6 mois de crise. 6 mois de crise minimum, peut-être, d'après ce que disent les experts. J'écoutais un expert hier qui disait que lui, il ne voit pas la reprise du football avant septembre si on veut respecter toutes les conditions. Maintenant, on peut jouer à huis clos si on veut. On peut reprendre la semaine prochaine et jouer à huis clos. Mais derrière, c'est mettre à risque les joueurs. Franchement, aujourd'hui, je ne pense pas que Jean-Michel Aulas, vous le connaissez, c'est un bandit. Il est aussi truculent que José Mourinho, va accepter de prendre son équipe et l'amener à Turin. Mais tu es malade. Tu vas amener qui à Turin? Les gars, même, ils vont refuser d'aller à Turin.
Mais même ils vont refuser d'aller à Turin. Les Dembélé là, c'est leur maman qui vont leur dire non, 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 tu vas nulle part. Tu vas à Turin, pourquoi? Franchement, aujourd'hui, pour moi, c'est mort. Franchement, je comprends pas. Je comprends pas, je comprends pas, je comprends pas. Je comprends pas comment on va faire. Je vois les gens ici en train de parler et tout, de me dire, ouais, la saison, la reprise, je dis arrêtez, franchement, soyez réaliste. Dans la vie, il faut savoir être réaliste des fois, tu vois, il faut savoir accepter les choses. Tu me suis sur accepter les choses. Dans la vie, il faut accepter les choses. Et quand tu acceptes, tu avances mieux. Elle te permet d'avancer, taf, 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 d'aller vite, tu vois. Et moi, je pense que c'est le moment qu'on accepte que là, on est dans une crise sérieuse et que le monde du football va pas juste reprendre demain. Les gars sont là en train de me parler, ouais. Moi, je suis choqué. Je suis toujours choqué par cette naïveté humaine. C'est-à-dire, cette naïveté humaine de venir me dire, non, Stan, tu vas voir, ouais, les championnats, le mercato. Mais j'ai dit, mais quel mercato? Mais quel mercato? Mais quel mercato? Mais quel mercato? Même les boys de Naples, là, personne n'en veut. Le mercato, il est dangereux. Mais mercato, c'est plus transfert de joueurs, c'est transfert de virus. C'est transfert du corona. Franchement, les Dries Mertens, là, ils étaient tous là. Dries Mertens, au Napoli, tout le monde est en fin de carrière. On va être sérieux, tout le monde est en fin de contrat au Napoli. Ils veulent tous se barrer. Depuis Ancelotti, les gars s'entendent pas avec le président, c'est compliqué, Lorenzo, etc. Donc on va être très sérieux. Tout le monde veut se barrer. Mais aujourd'hui, toi, tu vas aller acheter Mertens? Tu vas aller acheter Mertens? Mais t'es malade. Mais t'es malade. Tu es malade. Tu vas ramener le corona. Franchement. C'est mort. C'est mort, franchement. Chaque mercato, on voit des transferts de coach adjoint. On voit des transferts de jardiniers. Le Paris Saint-Germain, c'est les champions. Eux, dès qu'il y a un terrain, le gazon est parfait, ils vont chercher le jardinier. Eux, c'est les champions de ça. Tu vas faire des transferts de jardiniers. Aujourd'hui, il n'y a plus de transferts. Frère, les avions volent même plus. Tu vas transférer quoi? Tu vas transférer quoi? Non, mais il faut arrêter. Je dis, je suis désolé, mais quand je vois les gens venir me parler en me disant, ouais, Stan, le mercato, le football. J'ai dit, les gars, le football est mort. Les gars, c'est mort. Voilà, c'est mort. Je suis là, je parle, je suis découragé. Oh là là là. Non, je suis en dépression, mec. Franchement, je pense que je suis en pré-dépression. Je ne suis pas encore arrivé en phase de dépression. Là, c'est la pré-dépression. Non. C'est incroyable. C'est incroyable. C'est incroyable. C'est incroyable. C'est incroyable. Franchement, les gars, je vous dis, prenez ça au sérieux, quoi. Prenez ça au sérieux, franchement. On est là en Afrique, on rigole et tout. On est là, on fait des blagues. Moi, je suis le premier à faire des blagues et tout, tu vois. Et je me dis, franchement, j'ai envie que quand tout ça, ça finisse, que je reprenne tous mes followers, tu vois. Je me dis, vous êtes quoi? Vous êtes aujourd'hui 102 000, 103 000. J'ai envie que tout le monde revienne à la fin, qu'on se fasse plaisir, que ce soit cool, qu'on continue les vidéos, qu'on fasse les trucs, qu'on fasse des voyages. J'avais prévu, j'ai dit cet été, j'avais prévu d'être bandit Angleterre. Bandit Angleterre, boy. J'allais partir à Londres. Je vous avais prévu des choses. Mais c'était Londres, là. Là, c'est Stan qui débarque à Londres. C'est-à-dire que là, j'ai fait Bakou. Vous vous rappelez? Bakou, Azerbaïdjan, tranquille, etc. Voilà, les 36 heures de vol, je sais pas quoi. Bandi Azerbaïdjan. Hop là, tamponné sur le passeport, réglé. Aucun problème. On va être très, très sérieux. Je suis allé dans l'autre, là. Comment il s'appelle? L'autre, après Bakou, je suis allé à Madrid, vite fait. Après, je suis allé au Caire. C'était intéressant. Ils m'ont fatigué. Ils m'ont fatigué. Les Égyptiens, ils m'ont fatigué. Je reviendrai pas sur les débats. On se connaît. Là, je parle, ils me connaissent, je les connais. Franchement, je pense même que les services secrets de l'Égypte, ils me connaissent. Tellement j'ai foutu le bordel dans le pays. Qu'est-ce que j'ai pas fait en Égypte? Qu'est-ce que j'ai... C'est pour ça que je m'emmerde en ce moment. Parce que je me dis, cet été, ça devait être trop chaud. Qu'est-ce que j'ai pas fait en Égypte? Je me rappelle, premier match. Je sais pas si vous vous rappelez, j'avais fait un live sur le terrain. J'avais fait un live sur le terrain, carrément. C'était RD Congo contre non pas Burundi, RD Congo contre Ouganda. C'était Congo, RDC, Ouganda. J'étais au stade, j'arrive posé. Il n'y a pas beaucoup de gens parce que l'Égypte avait joué la veille. C'est le deuxième match de la compétition. C'était un samedi, je me rappelle très bien. J'arrive, t-shirt outsider. Matériel tout, le gars me dit tu rentres pas. Heureusement, il était jeune. Je négocie avec lui, je parle un peu, je fais 2-3 blagues, tu vois, nanana, Sadio Mané, Salah, etc. Les Égyptiens, ils aiment bien ça, tu vois. Tu leur vois un peu de rêve, ils sont contents. Hey, Salah, ils sont posés. J'arrive tranquille. Frère, je rentre dans le stade, je vois personne, je comprends pas. Là, je me dis, on est à la CAN, on est en Égypte, les Égyptiens, ils iront voir que leur équipe, c'est mort. Je me retourne, je vois un Congolais, je dis, ah, les Congolais sont là, tranquille, drapeau, tout, RDC, content. Mec, il a le maillot, la totale et tout, il est chaud. Je dis, ah ouais, les gars sont là, franchement. Donc, du coup, le mec, il est là, il est chaud, on est deux, on est tranquille, on est posé. Je sais pas quoi faire. Je suis en mode stress, je me dis, ah, voilà, c'est la CAN, j'ai envie de faire des trucs chauds et tout. Là, il y a un mec qui arrive, il dit, ouais, je cherche des supporters congolais. Immédiatement, l'autre, il a un drapeau et tout. Il fait, ouais, moi, je suis là et tout. Tu vois, le mec congolais, il était avec une fille, tranquille, tous les deux habillés, normal, en mode supporter de haut en bas, les chaussures, tout est coloré, congolais. Il arrive, sapé comme jamais, pas. Le mec leur donne 2 passes. Il leur fait, ouais, vous pouvez descendre sur le terrain, prendre quelques photos et tout, et mettre le hashtag, je me rappelle
même plus c'était quoi. Je pense que c'était Orange ou un truc comme ça. Vous me connaissez. Vous me connaissez. Vous savez que je suis un bandit. J'ai même pas réfléchi. Le gars, même pas, il a parlé. J'ai dit, je suis congolais. Pap, 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 pap. C'est un job. Je ne vais jamais oublier ce jour-là. C'est pour ça que j'étais sur le terrain. C'est pour ça. Les vrais qui étaient là ce jour-là, parce qu'il y avait beaucoup de gens sur ce live-là, ils savent. Quand j'étais sur le terrain, c'est pas que je suis... Mais, le gars a dit, ouais, le congolais. J'ai dit, je suis congolais. J'ai dit, je suis congolais. Franchement, direct, je suis congolais. Honnêtement. Même pas eu de discussion avec lui. T'appelles comment? Antoine. Je suis congolais. Il m'a donné la passe, je suis descendu en bas, j'ai commencé à parler un peu, il a écouté l'accent, il m'a fait, mais toi tu as l'air sénégalais. Je lui ai fait, non, je suis congolais du papa. C'est une longue histoire. Bandicaire. Donc j'en ai fait des choses en Égypte. Je suis rentré dans les pyramides, on m'a dit filme pas, rien à faire, j'ai filmé. J'ai mis la vidéo en ligne. Je suis encore étonné que le ministère de la Culture égyptienne ne l'ait pas encore supprimé. Donc c'est pour dire que, voilà, c'est ça que j'ai envie de vous faire vivre. C'est cet été, ça que j'ai envie de faire. Ces genres d'activités de malades là. Faire les voyages de bandits, aller faire vivre des trucs un peu fous, tu vois, me disputer avec les Égyptiens. Mais c'était un plaisir pendant un mois. Je me rappelle un jour, c'était... Pas oublier, Sénégal-Algérie, le deuxième match de la poule, les Sénégalais se font battre par les Algériens, sans aucun problème. Sadio Mané est là, c'est son premier match, on perd. Le soir, je rentre, je fais une vidéo, je mets ma vidéo en ligne, machallah, ça avait bien marché, je m'étais plaint et tout, j'étais pas content. Après, j'ai faim, parce que, bon, moi je suis un être humain comme vous, hein, franchement, je veux dire, faut que je mange, comme si je suis pas une machine. Donc je cours, faut que je mange. Moi, j'ai faim, je sais pas quoi faire, je commande à manger. L'Égyptien, il arrive, truand comme il est. Le gars, je lui donne de la monnaie, je lui donne de l'argent. Disons que le mec, je dois lui payer 80. Je lui donne 100, il doit me rendre 20. Le mec, je lui donne 80, je lui donne 100. Au lieu de me rendre 20, il me remet 5. Il me dit, il n'a pas de monnaie. Il me dit, non, franchement, j'ai pas de monnaie et tout, etc. Il commence à parler avec moi, essayer de me blaguer, de me doubler et tout. Il a oublié que moi, je suis un boy Dakar. Formation Dakar. Franchement, Dakar-Sénégal. Dakar-Sénégal, c'est dangereux. Franchement, les gars, ils savent. Moi, je parle souvent des Abobo et tout ça. Mais les gars de Abobo, venez à Dakar, vous allez voir. Donc, du coup, formation Dakar, on peut pas. Je dis, ok. Ça, c'est quand un Sénégalais fait ça, mon gars, tu es mort. Ça, c'est fini. C'est qu'on va te laisser avec Dieu, mon gars, tu es mort. Je rentre à l'intérieur, j'appelle la compagnie de livraison. Je me fâche, j'appelle la compagnie de livraison, je pète un câble. Je leur dis à un moment donné, quand même, il faut nous respecter. J'ai dit, non seulement il fait chaud, parce qu'il fait chaud dans le pays, on n'a rien mangé de la journée, j'arrive en fin de journée, le mec, j'ai marqué sur l'application que j'allais payer cash, il se débrouille pour arriver sans monnaie. Je vous dis, wallahi billahi, le mec, 15 minutes plus tard, il est revenu en scooter, il m'a remis les 15 qu'il restait, il m'a insulté en arabe comme n'importe quoi, j'ai rigolé au fond de moi, j'étais trop fier. C'est les bêtises que je fais. Pour vous dire. C'est pour vous dire. Voilà les bêtises que tu fais. C'est ça en fait. C'est vraiment ça. C'est ça la vibe outsider. C'est qu'il y a plein de trucs qui se passent derrière. Des fois je me dis j'aimerais bien que quand je voyage, j'ai un autre gars qui vienne avec moi. Le jour où j'aurai les sponsors. Moi j'ai arrêté de parler de sponsors anyway. Je vous ai dit dans la vie des fois tu laisses tomber. J'ai arrêté de parler de sponsors. Je ne parle plus de sponsors. Mais le jour où j'ai un vrai sponsor et que j'ai les moyens de pouvoir voyager à deux. Mais j'aurai un mec qui va être derrière mais qui va me filmer moi. Vous allez voir moi à tout seul. Vous allez voir c'est un autre niveau. Vous allez voir. Singapour. Mais Singapour. Vous vous rendez compte quand même que je quitte le Canada, je vais jusqu'à Singapour, je fais 2 jours de vol. J'ai rien d'autre à part un ticket pour le match. Et comme par hasard, je me retrouve en conférence de presse. Vous pensez qu'il y a hasard? Dans la vie, il n'y a pas de hasard. Kofi l'a dit dans la chanson Pipi 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 avec NASA. Dans la vie, il n'y a pas de hasard. Elle n'aime que le caviar. Franchement. Je dis, dans la vie, quand tu es déterminé, tu peux tout faire. Mais j'arrive à Singapour, mais je connais rien. Je sais même pas c'est où le match. Je parle pas la langue. Je comprends pas. Les gars, ils roulent à droite. C'est la première fois de ma vie, je vais dans un pays, on roule à droite. Chaque fois que tu traverses, tu as l'impression on va te tuer, mec. Les voitures, tu comprends pas, tu paniques. Tu veux filmer en même temps, tu sais pas. Franchement, t'achètes ton petit chewing-gum, tu mâches, le policier il te dit on mâche pas de chewing-gum. Je te dis, Singapour, c'est un autre niveau. C'est un autre niveau. Mais j'arrive là-bas, moi je sais pas ce qui se passe, je fais des affaires de bandits, comme d'habitude déterminé comme jamais. Je me dis, je vais là-bas pour les outsiders. Je m'en fous. Franchement, je me rappelle, je suis arrivé à Singapour, il était 10h du matin. J'arrive à Singapour à 10h. Il n'y a personne à l'aéroport. Tranquille. J'arrive, direct, kiosque, pas, puce, 4G. Il me faut de l'internet, il faut que je parle aux outsiders. Le week-end là, j'avais quitté un dimanche. Les messages. Stanway le débrief. Les gars, ils en ont rien à foutre. Les gars, ils en ont rien à faire. C'est-à-dire que toi, tu es en avion. Il aurait pu se passer quoi que ce soit. Les gars, c'est pas leur problème. Stan, où est le débrief? Je dis, 2 jours d'avion. Où est le débrief? Je dis, je dois un débrief. J'arrive à l'hôtel, taf, tu vois. Je me déshabille, tu te changes, je sors, je filme le débrief, je publie le débrief.
Après, il est environ 13 heures. Je réfléchis, je me dis, tu as deux solutions en ce moment. Soit tu choisis la solution facile, tu te poses tranquille, tu attends. Wait and see. Soit tu te débrouilles, tu réfléchis et tu essaies de cogiter pour voir comment est-ce que tu peux savoir quand est-ce que les Sénégalais arrivent. Parce que moi, je sais pas, il y a Sénégal-Brésil, on m'a dit les Brésiliens sont déjà là. Je sais pas, ils sont où. Mais les Sénégalais, je sais pas, ils sont où. Qu'est-ce que je fais? Mais je vais sur le site de l'aéroport, je regarde les vols en provenance de la France. Je vois qu'il y a un seul vol en provenance de la France, sachant que préalablement, la veille, j'avais vu sur les stories des Gana Gueye et des Sadio Mané qu'ils étaient à Paris. Je me dis, ils ont sûrement pris ce vol-là. Je me pointe à l'aéroport à 15 heures. Personne m'a rien demandé. J'arrive, je suis là, je suis comme ça. J'attends Sadio Mané, je suis le seul là-bas. Je suis le seul. Je me retourne, je vois 2-3 tontons, ils sont assis. Je regarde les tontons, on s'entend que les tontons sénégalais, quand tu les vois, tu les reconnais. Franchement, c'est très très simple. Ils sont maigres, ils sont grands. Franchement, ils sont maigres, ils sont grands, ils ont une tête sévère. T'as l'impression qu'ils sont toujours fâchés. Toujours fâchés. Tu comprends pas, les gars. Si tu leur parles, tu les déranges. Ça, c'est les tontons sénégalais. Mon père, il est comme ça. Tu vois, ils sont fâchés, quoi. Ils sont comme ça. Le tonton, il est comme ça. Je sais pas, je vois 3 tontons là-bas. Je me dis, bon, ouais, tente ta chance. Je vais voir les tontons, salut, bonjour, ça va, Salam, comment vous allez, Nagandef et tout. Je vois que les gars, ils répondent, magnifique, je te dis, ah, win, c'est bon, je peux discuter. Je discute avec eux et tout, ils me font, ouais, non, eux, c'est l'équipe de communication, tout, chef de communication et tout, des Lyon. Je dis, les Lions, ils arrivent quand? Il me fait, ouais, le vol, il arrive dans 30 minutes, je pense qu'il a même presque atterri, quoi. J'ai dit, non, Stan, jackpot, tu vois? Tu vois les retombées de la recherche, les retombées de la détermination. J'étais déterminé. Les gars arrivent, je me retourne, je me rends compte que ce jour-là, à ce moment-là, franchement, il n'y avait que 2 médias présents. Et je parle de 2 médias audiovisuels. Il y avait 2 autres de la presse écrite, mais audiovisuelle. Et dans les 2 médias-là, quand même, on parle de l'équipe nationale du Sénégal qui s'en va à Singapour pour jouer contre le Brésil. Dans ces 2 médias vidéo qui étaient là ce jour-là, il y avait qui? Immédiat. Grosse structure, beaucoup de respect pour eux parce qu'ils font un travail extraordinaire en ce moment avec le coronavirus et tout. Franchement, ils se gèrent, ils sont très sérieux, ITV et tout. Et le deuxième, c'est qui? C'est le bandit outsider, mais tranquille, mais avec rien du tout. Mais petite caméra, petit téléphone, tu te gères. Franchement, je fais ma vidéo, je la publie. Et les gars au Sénégal, ils la partagent à gauche et à droite, ça sort au journal de télévision, au journal de la RTS, au Danana, etc. Bon bref, aucun crédit, les gens n'en ont rien à faire. Ça c'est normal. Ça c'est normal, j'ai l'habitude. Ça je dis que, tout à l'heure je disais que je connais l'Africain, c'est la raison pour laquelle j'ai commencé tout ça en parlant d'abord de la sensibilisation autour du coronavirus, parce qu'on se connaît, nous tous on se connaît, franchement, entre Africains on se connaît, tu vois. Donc, sur le coup ça m'a fait un peu mal, parce que je comprenais pas, je me suis dit, mais vous n'avez même pas envoyé une équipe, et vous prenez le crédit de mon travail. Mais who are you? C'est-à-dire que j'étais insulté. J'ai dit, moi, quand je voyage, c'est pas comme s'il y a quelqu'un qui me paye ma bouteille d'eau. Car ils m'avaient rien payé. Franchement. Donc, je dis, aujourd'hui, de quel droit vous prenez ma vidéo? Ils l'ont fait. J'ai pardonné, j'ai rien dit. J'arrive au Singapour. C'était malade. J'ai rencontré Sadio Mané, c'était sympa, c'était cool, tu vois. Après, j'arrive. Le soir même, Aliou Cissé, il vient, il dit, ouais, entraînement. J'ai dit, lui, il est fou. C'est là où j'ai su que lui, franchement, il est fou. J'ai Aliou Cissé, entraînement. J'ai dit, les gars viennent de 14 heures de vol, ils s'en foutent. Allez, on y va, on s'échauffe un peu. Et c'était bien. Parce que j'arrive. Et là, moi, je me dis, bon, ouais, Stan, là, il faut que tu sois stratégique. Parce que là, techniquement, au Sénégal, les gars ont partagé tes vidéos, ça fait plaisir, donc c'est cool. Ça veut dire que là, je peux continuer à donner du bon contenu immédiatement. Je commence à discuter avec les gens de la Fédé et ça se passe bien, on s'entend bien, ils sont sympas et tout. Et je pense qu'ils m'ont bien apprécié parce que j'ai été honnête de ma manière d'être. Et j'ai toujours dit, moi, je suis quelqu'un d'honnête dans ma manière d'être. Je suis pas un faux cul, j'ai pas le temps. Franchement, j'ai pas le temps. Je suis là pour enjailler une seule personne et cette personne-là, c'est un groupe qui s'appelle les Outsiders. Tout le reste, franchement, je suis pas là pour créer des problèmes. Donc, je discute avec les gars et ils me font, bah écoute, c'est vrai que t'as pas de carte presse et tout, mais on peut te faire rentrer dans le truc. Et ben, je suis rentré comme ça. J'arrive, je filme l'entraînement des Lions, je publie en ligne, c'est repris par tout le pays. Ça fait plaisir. C'est ça qui me fait plaisir. Je dis aujourd'hui, moi je fais les outsiders, tu gagnes pas beaucoup, tu gagnes même rien. Je gagne pas beaucoup, je suis gentil. Tu gagnes que dalle, franchement. On va être très très sérieux parce que les gars qui font vraiment de l'argent, c'est les mecs qui tapent les 100 000 vues sur YouTube. On va être sérieux, n'est-ce pas? Donc tu gagnes vraiment rien, mais tu le fais par passion. Et c'est ça le plus important, cette passion-là. C'est ça qui m'a permis de rencontrer les Sadio, de faire les trucs là-bas, d'aller à Singapour, prendre les photos, les vidéos et tout. D'ailleurs, j'ai perdu mon téléphone à Singapour à un moment donné, j'ai paniqué ma vie. C'est pour ça que je disais tout à l'heure que le jour où j'ai un sponsor, s'il vous plaît, j'aimerais voyager avec quelqu'un d'autre qui va me filmer moi. Vous allez voir, Stan Diop, il perd son téléphone, frérot, j'étais en panique.
C'est-à-dire que j'ai failli appeler le président de Singapour. Moi, c'est le roi, j'allais débarquer tout de suite chez lui, disant que les gars, il y a un problème. Je dois parler aux outsiders, j'ai plus de téléphone. Mais boy, j'ai failli devenir fou. Pendant 2 heures de ma vie, je te dis, mon cœur, il était mort. Il était mort. Il était mort. J'ai vu ma vie en flash. Parce que je me suis dit, boy, tu es un tocard. Franchement, je me suis dit, boy, tu es un tocard. Ça a commencé par ça. Tu as fait tous des milliers de kilomètres. Tu travailles beaucoup avec ton téléphone, tu en as beaucoup besoin, tu as une caméra et tout, mais tu as fait le con pour perdre ton téléphone. Tu vas faire comment? Les lives, tu fais comment? Les communications, tu fais comment? Tu vas acheter un téléphone où? Non, mon gars, mais j'étais choqué. J'étais choqué. Je dis, Stan, tu es un idiot. J'ai dit, Stan, mais ce jour-là, je me suis insulté de tous les noms. C'est-à-dire que ce que j'ai pu dire à Valverde ou Rakitic, c'est gentil par rapport à ce que je me suis dit ce jour-là. Et je vous épargne de cela. Je me suis insulté de tous les noms. Panique my life. Je te dis. Location, find my iPhone. Je me dis, on est dans un pays développé. Vite fait dans ma tête, ça va vite. Je me dis, bon, on est à Singapour, pays développé. Location de iPhone, j'emprunte un truc, j'avais mon laptop, je vais sur le truc, les gars me passent une 3G connexion via laptop, là, Wi-Fi, partage de connexion, on cherche, je fais sonner mon téléphone à distance, je vois qu'il est dans un taxi, je vois le taxi se déplacer dans Singapour. Je suis choqué, je te dis, j'ai vécu des trucs. Et là, en ce moment, si je vous dis des choses, il y en a peut-être qu'il y en a qui vont se dire, il est fou. Demandez à Sekou Saidi, de ITV Immédiat. Lui, il sait, on était ensemble. Saidi Sekou, il sait. Mais j'étais choqué. Ce jour-là, j'ai failli, lui-même, il va te dire, Stan a failli devenir fou. Mais je te dis, papa, je suis là, je vois mon téléphone. C'est-à-dire que toi, tu es là dans un pays qui n'est pas ton pays. Tu vois ton téléphone qui est dans un taxi en train de se déplacer dans Singapour, tu es là, tu es en panique, tu te dis le match c'est demain. Le match c'est demain. J'ai besoin de mon selfie avec Dani Alves. Je fais comment? Je te dis, j'étais en panique. Le téléphone, je le fais sonner à distance, ça répond pas. Je fais sonner à distance, ça répond pas. Je vois le téléphone qui se promène dans Singapour. 1h30 plus tard, tranquille, après 35 000 tentatives, chauffeur de taxi qui revient au point de départ. Sans stress. Il s'excuse. Il dit qu'il avait 2-3 courses à faire. C'est pour cela qu'il ne pouvait pas revenir. Puis Singapour s'est fait d'une manière tellement bizarre qu'ils ont des péages d'autoroute, mais sur la route normale. C'est-à-dire que là, sur une route normale, là, genre, je sais pas moi, la VDN à Dakar ou n'importe quelle route normale, ils ont des péages d'autoroute pour éviter le trafic et tout, etc. Le gars me fait, voilà, j'avais des choses à faire. Il fallait que je fasse ça d'abord. Il m'a ramené mon téléphone. C'est ça, en fait, les pays développés, franchement. Et là, j'étais content. J'étais trop content. À ce moment-là, j'ai réfléchi. Je me suis dit, Stan, intériorise. Réfléchis. Stan, si réellement, aujourd'hui, tu étais à Dakar, à Abidjan, à Conakry, non, franchement, on se connaît, à Casablanca, même pas Casablanca, l'aéroport de Casablanca. Juste l'aéroport de Casablanca. Perds ton téléphone. Non, franchement. Mais j'ai remercié le bon Dieu comme jamais. Bref, j'ai eu mon téléphone. Lendemain, jour de match tranquille posé. Singapour, c'était bien, c'était cool. Le Sénégal qui fait match nul 1-1 face au Brésil, on se fait plaisir. Descend en zone mix. Il y a les Dani Alves qui s'arrêtent, ils sont sympas. Dani Alves, d'ailleurs, pour l'anecdote, il prend mon téléphone. Directement, dès qu'il prend mon téléphone et tout, moi je suis en mode vidéo parce que moi je parle, mais des fois je fais le tocard. Des fois ça m'arrive, des fois je suis en tocard. Franchement, des fois moi-même je suis en mode tocard. Là j'ai vu Dani Alves, j'ai paniqué. Parce que dans ma tête, quand j'ai vu Dani Alves, c'est pas Dani Alves que j'ai vu. C'est pas Dani Alves que j'ai vu, franchement. C'est pas lui que j'ai vu. J'ai vu les 35 titres du gars. J'ai vu tout ce qu'il a gagné. J'ai dit, lui, à lui tout seul, il pèse trop lourd. Franchement, il pèse trop lourd. En fait, franchement, on va être très sérieux. En termes de titres, t'enlèves les ballons d'or, mais les Messi et les Ronaldo, ils sont à des années-lumière de Dani Alves. Dani Alves, c'est un autre niveau. Il a tout gagné, lui. Et là, je vois Dani Alves, je panique. Je suis en mode vidéo. Je lui fais, Dani, photo, il me regarde. Il se met à rire. Il me fait vidéo. Il prend mon téléphone, il change, il me redonne. Là, j'ai eu honte de ma vie. C'est-à-dire, là, j'ai eu l'impression que Dani Alves m'avait fait un petit pont, frérot. Mais un petit pont virtuel. Terrible. Mais c'est une belle expérience. Franchement, Singapour, ça m'a fait plaisir. Et après, je reviens. Après, je suis passé par le Qatar. J'avais fait les Beach Games. Ouais, les Beach Games au Qatar, c'était bien. J'avais fait 2-3 vidéos et tout. Des lives, pas des lives, des stories et tout, etc. C'était bien. Donc c'était ça. Donc cet été, j'avais prévu de faire plein de trucs. Prévu de faire plein de trucs super intéressants. D'aller à Londres, de faire la demi-finale à Londres et la finale à Londres de l'Euro.
C'était ça le plan, c'était déjà réglé. J'avais envie de faire ça bien, d'aller à Arsenal. Pour la première fois de ma vie, je suis jamais allé à Arsenal. Moi, je suis le plus grand fan d'Arsenal au monde. La seule fois que j'ai vu Arsenal jouer dans ma vie, Olivier Giroud a marqué. C'était à Bakou. Je ne vais pas revenir là-dessus parce qu'il y a des, voilà, je suis pas chez le psychologue là. Hein? Faut pas commencer à croire que je vais venir vous raconter ma life. Mais ça a été dur. Ça a été très très dur. Ça a été très très dur. Donc voilà. Donc du coup, je me dis, j'avais envie d'aller visiter l'Emirates. Voir un peu de quoi ça a l'air, voir Londres et tout, tu vois, aller à Chelsea, aller à Stamford Bridge, aller visiter Stamford Bridge, aller visiter le stade de Tottenham, même si je les aime pas, tu vois, aller juste là-bas, cracher un peu vite fait et ressortir, tu vois, mettre le corona, non. Non, mais franchement, tu vois, j'avais envie de faire plein de trucs cet été, donc là, c'est un peu dommage, on va essayer de voir ce que ça va donner l'année prochaine, mais comme j'ai eu à dire durant tout ce live-là, qui commence à être très très long, il me restait encore 8 minutes, j'avais dit que j'allais venir faire 1 heure de live, parler avec les gens, raconter ma vie et tout, c'est de dire que voilà quoi, les gars, faut qu'on essaie de tous faire des efforts pour essayer de passer à travers ça vite fait, parce que là c'est compliqué. On est là, on s'amuse, c'est compliqué. Quand les gars disent non, ça touche pas les noirs, je dis Idriss Elba, il est quoi? Il est chocolat lui? Moi je comprends pas, c'est-à-dire que nous on est pas, je comprends pas. Idriss Elba, il est quoi? Il est quoi? Franchement, Idriss Elba là, ils sont là-bas en train de galérer en quarantaine. Vous êtes là, vous allez dire qu'il y a quelqu'un dans ce monde-ci qui peut vous protéger contre cette affaire-là. J'ai dit oui, on doit tous prier. C'est important. Si tu es croyant, tu pries. Si tu n'es pas croyant, khalas. Mais si tu es croyant, tu pries. Et on doit tous prier. Ça, c'est notre chance. Et voilà. Et après, on espère. On hope. Mais on ne va pas là être fataliste. Moi, c'est le fatalisme qui me tue. C'est le fatalisme. Le fatalisme. Ouais, il y a eu l'accident du bateau, le Jola. Paix à leur âme. Mais c'est le bon Dieu, c'est une Ndogolou Yalla. Moi, quand tu me dis ça, j'ai envie d'exploser. Je dis, je suis désolé. L'avion là, qui avait décollé de l'Iran en début 2020, qui était ukrainien, qui s'est fait, qui a été abattu par les missiles iraniens, mais c'était pas un Ndogolou Yalla. Il n'y avait pas de truc divin. Non, c'est erreur humaine, c'est bêtise humaine. C'est manque de réglementation. Aujourd'hui, il y a des gens dans le monde qui travaillent pour éviter cela. Demain, vous allez voir, mais plus jamais un missile nucléaire va toucher un avion. Un missile normal ne touchera plus jamais un avion civil. Parce qu'on va régler ce problème-là. Franchement, on a eu des tragédies d'aviation ici, des avions qui ont quitté Rio de Janeiro ici pour aller jusqu'à Paris. L'avion s'est perdu en pleine mer. On a compris après ce qui s'était passé. Il y avait plein de problèmes de nanana, etc., des problèmes techniques. On a réglé ça, c'est fini. Donc aujourd'hui, franchement, je dis, faut pas être dans le fatalisme. Faut pas croire que réellement, mon gars, il y a quelque chose qui peut te protéger contre cette affaire-là. Parce que je te dis, s'il y a quelque chose qui peut te protéger contre cette affaire-là et que tu en es conscient, franchement, mais fais le test. Fais le test. Comme il y a des challenges, fais le test. J'aurais aimé être président. Je te donne l'avion présidentiel. On te met dedans. On t'amène jusqu'en Italie. On dit au gars, toussez sur lui. Et vous allez voir s'il va pas tomber malade. Faut se respecter. Respectons-nous, s'il vous plaît. S'il vous plaît, on n'est pas des tocards. Franchement, on n'est pas des tocards. On n'est pas une génération de tocards, franchement. On a un avenir devant nous. Aujourd'hui, il y a des gens qui nous dirigent, mais ils ne sont pas éternels. Hein. Ils ne vont pas nous diriger pendant 35 000 ans. Donc demain, ça va être à nous de prendre le relais et le dessus. Et chacun dans son domaine. Il y a des gens ici demain qui sont appelés à être président de la République. Moi, je ne sais pas. Peut-être qu'il y a des gens qui me regardent ici. Demain, ils seront président de la République. Mais aujourd'hui, ça commence très très tôt d'avoir cette conscientisation sociale-là, de penser en fait à la communauté, de réfléchir, de cogiter et de se dire qu'aujourd'hui, on est dans une crise internationale. On n'est pas là pour s'amuser. C'est pas de la blague. Cette affaire-là, c'est du sérieux. Et franchement, comme j'ai dit, ça va te tuer. Tu es là, tu fais le malin, frère, tu vas crever. Moi, en tout cas, je rigole pas. S'il y a un risque, je préfère ne pas prendre de risques. J'ai vu la dernière fois quelqu'un qui disait ouais, nanana, etc. Le corona, c'est du n'importe quoi, c'est juste une grippe. Ça touche personne. Nanana. J'ai dit au Sénégal, combien de personnes meurent de palu? Juste le palu, ça nous tue. Juste le palurec. Le palurec, ça nous tue. Vous voulez mettre corona? Corona, c'est genre par rapport. Palu, c'est Europa League. Corona, c'est Champions League. Franchement, palu, c'est Europa League. Corona, c'est Champions League. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, en termes de niveau, franchement, nous, on boxait au niveau de l'Atlético Bilbao. Là, on vient d'arriver au niveau des Real Madrid, frère. Les gars, ils ont les 1 décima, les 2 décima, les 3 décima, les 4, 5, je sais pas combien de décima. C'est pour dire que cette affaire-là, c'est du sérieux. Donc, prenons-le au sérieux. Soyons pas là en train de rigoler. Soyons focus. Donc, la famille, franchement, je compte sur vous. Prenez ça au sérieux. J'espère que vous allez vous gérer, que vous allez faire des efforts.
en espérant qu'on va passer à travers. Et derrière, voilà, avant de finir, je remercie encore une fois tous les gens qui regardent encore les vidéos, ça fait plaisir. Merci beaucoup, parce qu'il y a du travail qui est quand même fait derrière. Cette semaine-là, j'ai sorti des vidéos assez intéressantes, honnêtement. Il n'y a pas eu beaucoup de gens qui étaient là, mais derrière, j'ai envie de dire que, en termes de pertinence, dans moi-même, j'étais choqué. Parce que moi, je me juge. Quand je regarde ma vidéo, après, je me juge. Il y a des gens, ils pensent que je viens, je regarde la vidéo, après, je parle. Non, moi, je regarde la vidéo, après, je me juge. Je dis, bon, non, Stan, là, tu as fait un débrief de ton cas. Là, franchement, tu n'as rien dit d'intéressant. Non, Stan, là, tu as raison, tu as un truc. Mais là, j'ai fait une vidéo là sur pourquoi il y a moins d'équipes africaines à la Coupe du Monde. Parce que ça fait pas de sens. Pourquoi on est 5? Pourquoi on est 5? Pourquoi on est 5? Quel Disney qu'on était 5? Qui? Qui? Franchement, il faut rebattre les cartes. Moi, je comprends pas. C'est comme quand les gens, ils sont là en train de me dire, ouais, le Conseil de sécurité des Nations Unies, ouais, ils sont... Je dis, pourquoi c'est eux qui sont au Conseil de sécurité des Nations Unies? Pourquoi il y en a qui sont permanents au Conseil de sécurité des Nations Unies? Et pourquoi il y en a en fait qui ont un rôle où ça tourne? Après, quand ça tourne entre certains pays. Donc, à un moment donné, il faut nous respecter, quoi. Moi, je suis fatigué. C'est-à-dire que faut pas me forcer ici à devenir un genre de Che Guevara de franchement, vraiment. Donc, j'ai dit, franchement, pourquoi est-ce qu'on est 5 équipes? Donc voilà, j'ai fait une vidéo, un coup de gueule un peu. Voilà, et historiquement, c'est intéressant. Et je comprenais pas. Je comprends pas. C'est pas normal. On a le même nombre de fêtes. Moi, je comprends pas. Les Sud-Américains, ils sont 10. Ils sont 10. Ils ont même pas assez d'équipes pour faire une Copa América. C'est-à-dire que les gars n'ont pas assez d'équipes. Moi, je comprends pas. Un continent où il y a 10 pays pour les qualifications de Coupe du Monde. Franchement, les 5 passent. Les 5 passent. Parce que le 5e, on va être sérieux, ils jouent un barrage contre les Asiatiques là-bas ou les gars de l'Océanie. Ils jouent souvent un barrage contre le Nouvelle-Zélande ou je sais pas quoi, etc. À un moment donné, il faut qu'on nous respecte. Franchement, je veux dire, je suis désolé. On est beaucoup plus nombreux qu'eux. Aujourd'hui, eux, ils sont 10. Il y en a 5 qui se qualifient. C'est-à-dire qu'en Amérique du Sud, tu as 50% de chances d'aller à la Coupe du Monde. Va en Afrique, tu vas voir. Frère, tu vas faire premier tour, deuxième tour, troisième tour. Après, tu vas faire les matchs barrage. Tu vas aller à Abidjan, à Bobo. Les gars vont te tuer. C'est compliqué. C'est la raison pour laquelle je dis aujourd'hui que c'est pas juste. Franchement, c'est pas juste. Franchement, 5 équipes. Mais respectez-nous quand même, s'il vous plaît. Respectez-nous. À un moment donné, il y a des efforts qui doivent être faits. Donc voilà, il y a des choses qu'on doit changer. Et voilà, donc du coup, j'ai fait une vidéo sur ça cette semaine. J'ai aussi parlé d'autres choses et tout. Donc voilà, pour ceux qui ont envie d'aller voir, allez voir. Et puis voilà, bon, la famille, on fait comme ça. On se capte cette semaine pour un nouveau débrief. Sûrement d'ici demain, sans aucun problème. Là, aujourd'hui, j'avais envie de faire un live en me disant, j'espère que voilà, que vous l'aurez écouté, que ça va vous faire plaisir et que derrière, on aura discuté et tout. Et que je vous aurai mis assez de pression quand même pour parler aux gens autour de vous, pour leur dire que c'est pas de la blague, pour dire aux chefs religieux de faire un effort. Franchement, je dis, si dans des pays comme l'Iran, République islamique d'Iran, l'ayatollah, il dit aujourd'hui, on prie plus dans les mosquées, les gars, restez chez vous, il y a Corona. Je comprends pas pourquoi au Sénégal, en fait, on fait pas la même chose et qu'il y a des gens qui se rassemblent encore. Franchement, je pense pas que nous, les Sénégalais, on croit plus en Dieu que les Iraniens. De la même manière, je ne pense pas que les Iraniens, ils croient moins en Dieu que nous, les Sénégalais. Donc franchement, qui sommes-nous? Mais qui sommes-nous? Qui sommes-nous? Je suis fatigué. Je suis fatigué. Éternel incompris. On se capte très très bientôt pour un nouveau débrief. D'ici là, on continue à liker, partager. J'ai cru que j'étais dans un débrief. Prenez soin de vous, la famille. Bonne semaine à vous. On se capte cette semaine pour des débriefs. Restez à l'affût. Outsiders, comme d'habitude. Outsiders Gang. On est tous ensemble. On est une famille. Et j'espère qu'on va passer à travers et que très bientôt, on va se retrouver pour de très très chauds débriefs. Allez, la famille. Prenez soin de vous. Ciao, ciao. Peace. Outsider out. Hey, j'ai oublié qu'il faut que je ferme sur Insta et après je revienne sur Facebook pour fermer sur Facebook, tu vois. Donc là, j'ai fermé avec les gars d'Insta. Maintenant, on peut discuter juste entre nous sur Facebook, tu vois. Je les aime pas trop sur... Je suis trop bête. J'aime pas trop les gens sur Insta, je sais pas. Ils m'énervent, ils ont l'air un peu, tu vois, classiques là, tu vois. Genre, nous, on est sur Instagram, on met des photos, on est beau et tout, tu vois. Vous, Facebook, vous êtes voilà, vous êtes le peuple, quoi, les vrais gars. Bon, en tout cas, la famille, allez, on se capte très très bientôt. Prenez soin de vous. Franchement, c'est le plus important. Et prenez soin de vos familles et tout. Et on se capte bientôt, quoi, famille. Allez, la famille. J'espère que je vous ai pas trop saoulé. Ciao, peace.